Dans le ciel d'Europe, les pilotes alliés se battent pour s'assurer la suprématie aérienne face à l'Allemagne nazie. Les chasseurs arrivaient. Ennemi à 7 heures. Taillot, descendons-les. Une poignée de pilotes hors du commun, que personne n'attendait là, s'apprête à relever un défi historique. On pouvait faire mieux que les autres. Ces hommes ont combattu la Luftwaffe dans les airs, mais aussi des préjugés tenaces dans les rangs de l'armée américaine. Si on leur en donne l'occasion, les Noirs s'en sortent aussi bien que les autres. Voici comment les aviateurs de Tuskegee, les célèbres Red Tails, ont vécu leurs deux guerres. Les Allemands nous appelaient les gangsters des airs. Les premiers pilotes de chasse afro-américains ont compté dans leur rang certains des plus grands as de la Deuxième Guerre mondiale et ont bouleversé le cours de l'histoire de leur pays. À l'été 1944, le groupe de chasse 332, plus connu sous le nom de Red Tails, n'est en première ligne que depuis 1 an. Pourtant, sa réputation n'est déjà plus à faire. Sa mission, protéger les bombardiers alliés. Mais aux États-Unis, c'est l'histoire incroyable de ces individus qui frappent les Noirs américains. Les étudiants accrochaient des photos des aviateurs de Tuskegee au mur des dortoirs. C'était des idoles. Dans la communauté noire, les petits garçons voulaient devenir comme eux et les petites filles voulaient les épouser. En Italie, à Ramitelli, les pilotes du 332e ovationnent Charles McGee, qui vient de réussir sa mission de protection des bombardiers américains au-dessus de l'Allemagne. À 25 ans, cet étudiant en école d'ingénieur, originaire de l'Ohio, sait depuis toujours qu'il veut voler. On a réussi quelque chose que beaucoup pensaient impossible. En effet, nombreux sont les pontes du haut commandement à douter qu'un homme comme lui puisse apprendre à voler et encore plus affronter les pilotes de la Luftwaffe. La route qui a mené les aviateurs de Tuskegee jusqu'en Italie a été longue et semée de préjugés. Tout commence avec le raid japonais contre la flotte américaine à Pearl Harbor, l'événement qui précipite les États-Unis dans le second conflit mondial. À 22 ans, Roscoe Brown, fils d'un conseiller politique de Washington, a hâte de se battre pour son pays. Quand la guerre a commencé, on savait qu'on irait se battre, mais on voulait le faire dans les meilleures conditions possibles. On voulait devenir officier pilote, aviateur de Tuskegee. J'écoutais le match de football américain entre les Giants de New York et les Dodgers de Brooklyn. Et à la mi-temps, j'ai entendu que la guerre avait éclaté. J'ignorais où se trouvait Pearl Harbor. Les Japonais, connais pas. Mais tout le monde était en guerre. Tout le monde voulait entrer dans l'armée. Moi, je voulais intégrer l'AAC, le corps aérien de l'armée de terre, alors que je savais très bien qu'il m'était impossible de devenir pilote. La politique suivie par l'armée s'appuyait sur une étude du War College de 1925, dont le thème était « Comment utiliser ce 10e de la population américaine au cas où les États-Unis seraient à nouveau amenés à entrer en guerre ». La conclusion était que le noir américain était apte physiquement, mais mentalement inférieur et moralement inférieur. Donc, qu'il fallait l'utiliser à des tâches subalternes. La naissance des aviateurs de Tuskegee remonte à 2 ans avant Pearl Harbor. No nation can appease the Nazis. En 1940, alors qu'une entrée en guerre semble inévitable, le président Roosevelt est sollicité par les associations afro-américaines. Elles lui demandent d'offrir aux gens de couleur de meilleures perspectives de carrière militaire.
Franklin Roosevelt a annoncé que l'AAC allait ouvrir un programme d'entraînement pour les Afro-Américains qui serait indépendant des autres formations et qui se déroulerait à Tuskegee, en Alabama. Farouchement combattu par un bon nombre de hauts gradés, l'expérience de Tuskegee, comme on l'appelle, recrute la fine fleur de la communauté noire américaine dans les universités de tout le pays. L'AAC s'est dit, on va respecter la loi à la lettre et permettre aux Noirs de suivre cet entraînement. Mais aucun ne réussira, parce qu'il est de notoriété publique qu'ils sont incapables de piloter. Pour nous, cela n'avait rien d'une expérience. On savait qu'on pouvait être aussi bon que les autres. Des jeunes, comme Alexander Jefferson, qui rêve de voler depuis qu'il est enfant, ont alors enfin la possibilité de le faire. L'occasion d'aller à Tuskegee s'est présentée et je l'ai saisie. J'étais content. J'avais hâte d'y aller. C'était l'aventure. On était jeunes et stupides. Du niveau élémentaire au niveau supérieur, tous les instructeurs étaient blancs. Tous les autres soldats étaient noirs. Les mécaniciens, les cuisiniers, les chauffeurs de poids lourds. Et tous les bacs plus 3 ou plus 4 étaient noirs. Cette formation révolutionnaire débute en juillet 1941. L'homme qui en prend le commandement n'a pas été choisi au hasard. Benjamin Davis a lui-même été en butte à l'ostracisme, mais c'est un battant. Le colonel Benjamin Davis Jr. était un meneur d'hommes exceptionnel. Son père avait été le premier Afro-Américain à devenir général dans l'armée de terre. Le fils, au début des années 30, avait fait West Point, l'école d'officiers la plus prestigieuse des États-Unis. Il y avait été victime du traitement silencieux. Personne ne lui parlait jamais, que ce soit à la cantine ou dans le dortoir. On l'évitait. C'était comme s'il était invisible. C'était l'homme de la situation. Il savait assurer la cohésion du groupe et il façonnait les gars comme il l'entendait. Lui, c'était un soldat. Nous, on n'était que des civils en uniforme. Benjamin Davis sait que ces hommes qui vont affronter des préjugés bien enracinés devront non seulement être compétents, mais compter parmi les meilleurs. C'est difficile de décrire les sentiments qu'ont procuré les premiers vols. Décoller, faire des boucles, des tonneaux, des vrilles, c'était tout nouveau. Voler, c'est vraiment à part. En plus, à l'époque, je n'avais même pas mon permis de conduire. On sortait avec le grade de sous-lieutenant, une barrette sur le col et les ailes du brevet de pilote. These men were pioneers of a venture so new that you who stand here before me now may still be considered forerunners in the movement which has given you a place in the fighting men of the sky. Des crâneurs, oui, on avait hâte d'y être. On n'avait pas peur. Les Red Tails goûtent au combat en avril 1943, mais leur vrai baptême du feu n'a lieu que l'année suivante. En juin 1944, les Alliés sont maîtres de la moitié sud de l'Italie, d'où partent les bombardiers américains qui opèrent en Allemagne. Enregistrant de lourdes pertes lors des attaques éclairs menées par la Luftwaffe, ces avions ont besoin de protection. Le haut commandement n'a d'autre choix que faire appel aux Red Tails, qui s'installent en Italie et se retrouvent en première ligne. Pour eux, l'heure est enfin venue de prouver ce qu'ils valent, non seulement à leurs ennemis, mais également à leurs compatriotes. Messieurs, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Le matin, on se retrouvait en salle d'alerte. Rien de très compliqué. Benjamin Davis était là, c'était notre chef de corps. L'officier opération, le commandant Glide, arrivait et on découvrait le vol de la journée, notre mission,
Tout en bas, il y avait Ramitelli. Gare au Messerschmitt. Et un long trait rouge montait jusqu'en Allemagne. Les ordres arrivent de Washington. Ce qu'on va faire aujourd'hui... Tout se faisait en fonction de l'heure à laquelle on devait retrouver les bombardiers qu'il fallait protéger. Mission d'escorte des bombardiers. Ils avaient besoin de protection. En 1944, les troupes du Troisième Reich reculent sur les 3 fronts où elles se battent. À l'est, les Soviétiques progressent rapidement à travers la Pologne en direction de l'Allemagne. À l'ouest et au sud, les Alliés envoient des raids massifs bombarder le pays. Les Red Tails escortent les bombardiers de la 15e armée aérienne. La 15e armée aérienne envoyait des bombardiers à long rayon d'action. Ils frappaient des objectifs dans le Grand Reich. De nombreux chasseurs assurent la défense de l'espace aérien allemand. Même s'ils sont lourdement armés, les bombardiers alliés ont besoin de la protection de la chasse. Sans elle, ils sont condamnés. Les Alliés s'en prennent aux positions ennemies pour reconquérir l'Europe et les aviateurs de Tuskegee sont au cœur des combats. Ils jouent les gardes du corps des bombardiers qui déferlent en vagues massives. Un avion digne de ce nom remplace enfin les modèles obsolètes dont ils disposaient jusqu'à maintenant. Le nouveau statut des Red Tails leur permet d'être dotés du meilleur chasseur allié, le P-51 Mustang. Il est bien armé, maniable, petit, léger, très rapide. On pouvait le brusquer, le faire tourner, descendre, aller vite. C'était un bel avion. Il réagissait au quart de tour. Quand on poussait la manette des gaz, on avait une puissance phénoménale. Le P-51 avait un moteur Rolls-Royce Merlin, le summum en matière d'aviation. Au lieu d'escorter les bombardiers sur une partie du chemin, les pilotes de chasse étaient collés à leur basque jusqu'en Allemagne et sur tout le trajet de retour grâce aux Mustang. Ils pouvaient les protéger en permanence. Et cela donnait aux bombardiers un sacré avantage. Si le P-51 est la référence absolue, les petits nouveaux comme Alexander Jefferson et Othell Dixon ont encore tout à apprendre à son sujet. Othell Dixon et moi sommes allés jeter un coup d'œil à nos nouveaux P-51. Comme il avait un grade plus élevé, il a tout naturellement reçu son avion avant moi. Je l'ai regardé s'installer dedans. Voilà comment on vérifie les munitions. Comment on démarre. Les commandes, la radio. Suite à ce cours accéléré, Othell Dixon commet une erreur. Il n'avait pas lu la notice. Il a fait un tour. J'attendais qu'il revienne pour utiliser son avion. Il est passé à basse altitude au-dessus du terrain d'aviation. Il est remonté, il a fait un tonneau à basse vitesse, il en est sorti et boum, par terre. Il a explosé. Il s'est tué. Après, on a appris que le réservoir de 320 litres qui était derrière le siège était plein. Et que dans ce cas, on ne devait pas faire d'acrobatie, parce que cela déplaçait le centre de gravité. Une demi-heure après, Jeff, à ton tour. Je suis resté les ailes à plat pendant près de 3 heures. À plat. Et je me suis posé. Pas la moindre acrobatie. J'avais le trouillomètre à 0. Ça a été mon initiation sur Mustang. Au bout de 2 vols de vérification sur P-51, on allait au combat.
Les Red Tails sont de la partie car le Bomber Command américain perd des hommes et des appareils à une vitesse inquiétante. En un mois, les Allemands abattent 114 bombardiers lourds et tuent plus d'1 millier d'aviateurs. En conséquence, Ira Eaker, commandant en chef des forces aériennes alliées en Méditerranée, donne de nouveaux ordres aux escorteurs. Ne courez pas après les chasseurs allemands. Restez auprès de nos bombardiers et défendez-les au prix de votre vie. Pour Ira Eaker, le devoir d'un pilote en mission d'escorte consistait à protéger les bombardiers, pas à abattre des avions allemands. Il a transmis une directive en ce sens au groupe de chasse en Italie, et certains l'ont prise très au sérieux. Parmi eux, Benjamin Davis, qui tient à ce qu'on suive ses ordres à la lettre. Si Benjamin Davis insiste à ce point pour qu'on respecte la directive d'Ira Eaker, c'est parce qu'il sait pertinemment que certains n'attendent qu'une seule chose, que les Red Tails commettent une erreur. Et pour lui, pas question que ça arrive. Ces pilotes veulent prouver qu'ils sont les égaux de leurs compatriotes blancs. Les missions d'escorte exigent une discipline de fer. Il y avait 8 avions d'un côté, 8 de l'autre, et ils se croisaient pour constituer une sorte de filet autour des bombardiers qui volaient 500 à 1000 pieds au-dessus. Comme on volait plus vite que les bombardiers, on zigzaguait pour rester à leur côté, parce qu'il fallait qu'on maintienne une vitesse élevée. On ne les abandonnait pas sous prétexte qu'on repérait des avions allemands, parce que ces derniers pouvaient être des leurs. On engageait le combat uniquement quand les chasseurs étaient assez proches pour attaquer les bombardiers. S'ils tournaient à 100, 120 mètres, on les laissait faire. Les hommes avaient envie de les poursuivre. Donc il fallait la discipline que Benjamin Davis leur avait inculquée pour qu'ils restent auprès des bombardiers. Certains gars voulaient foutre le camp pour courser les Allemands. Mais non. Le colonel Plein leur disait qu'il fallait qu'ils restent dans la formation. Mois après mois, ils accompagnent les bombardiers au cœur de l'Allemagne et de l'Europe centrale et se taillent petit à petit une réputation à part aux yeux des hommes dont ils préservent la vie. Des officiers noirs reçoivent leur brevet de pilote. Le département à la guerre. Les journaux noirs mettaient en une des articles sur ce qu'on faisait, sur nos exploits au combat. Ils parlaient du groupe de chasseurs noirs. Ils vont tout de suite. Ils soulignaient que ce groupe faisait un boulot formidable. Mais c'est nous. Certains nous en croyaient incapables. La pression venait notamment du fait que tout un tas de gens des forces aériennes, rebaptisés AAF, souhaitaient les voir échouer. Ils étaient à l'affût de la moindre excuse pour les expulser, pour taxer les Noirs d'incompétence. Les équipages de bombardiers considèrent les Red Tails comme un élément tellement essentiel de leur survie que certains équipages commencent à réclamer qu'ils les accompagnent. Ironie de l'histoire, ces aviateurs ne se doutaient pas que les Red Tails étaient afro-américains. En mission au-dessus du territoire ennemi, ils peuvent se faire sur n'importe quand par la Luftwaffe. Il fallait rester sur ses gardes. C'était dangereux. Quelqu'un a fait « Ennemi à 9h ». Je regarde à 9h, des petits points noirs à 14-15 km, des petites taches. En cas d'attaque, il fallait être prêt à se battre. Ils arrivent. C'était dangereux. Mais pour les hommes du 332e, les choses vont le devenir encore plus dans les mois à venir. En juin 1944, les forces alliées débarquent en Normandie. Leur objectif, Berlin. Au même moment, les bombardements au-dessus de l'Allemagne s'intensifient. Ennemi à 7 heures.
Les Red Tails afro-américains ont fait leurs preuves et désormais, ils se retrouvent de plus en plus exposés. On avait pour instruction de ne pas quitter les bombardiers, même si des chasseurs allemands nous tournaient autour. Le Focke-Wulf 190 est le fléau des bombardiers alliés. Rapide, maniable, équipé de mitrailleuses et de canons, en de bonnes mains, il n'a pas à rougir face au P-51. La directive exigeant de coller aux bombardiers est alors assouplie. Quand des 190 arrivaient, notre chef de patrouille nous envoyait à leur rencontre. Larguez vos réservoirs. Chopez-le. Suivez-moi. Très intense. Cela va affreusement vite. Affreusement vite. On zigzaguait, on ne volait pas en ligne droite. Tout le monde retournait auprès des bombardiers. C'était comme dans un cercle. Un des as de la chasse allemande, Hans Eckehart Bob, évoque un affrontement avec des P-51. Mon escadrille et moi, on s'est retrouvés dans un combat contre des Mustangs. Cela a duré pendant une demi-heure. Une demi-heure à piquer en spirale. J'ai piloté comme un beau diable. Quand on appuie sur la détente, les mitrailleuses se mettent à cracher. Et on met aussi en marche une caméra qui montre la cible sur laquelle on tire. C'est pour vérifier si on l'a descendu. Le type a décidé de piquer. J'ai réussi à me caler dans sa queue. Il faut dépointer. Si on tire là où est la cible, elle n'y sera plus quand les balles arriveront à cet endroit. Il s'est écrasé. S'il avait tourné à gauche, allez savoir ce qui serait arrivé. Quand une mission est couronnée de succès, les Red Tails signent leur retour à la base. On faisait un passage à basse altitude en exécutant un tonneau et on revenait atterrir. C'était pour dire aux autres qu'on avait rempli la mission. Quand on atterrissait, on savait qu'on avait survécu. On savait qu'on pouvait faire aussi bien ou mieux que les autres. Et on voulait le prouver à chaque sortie. Votre travail consiste à protéger et à défendre. Si vous ou vos camarades avez des ennuis, attaquez. Autrement, défendez et protégez. Commandant Glide, les images. Quand on rentrait, on s'installait dans la salle d'alerte pour visionner les films. On regardait les avions qu'on avait touchés et ceux qu'on avait ratés. C'était très précis. On apprenait auprès des anciens. Eux, ils connaissaient les manœuvres de combat, l'espacement, l'altitude à laquelle voler, la distance entre les avions. À chaque fois qu'on décollait, on apprenait quelque chose. Tout de suite, la suite. Sous la houlette de Benjamin Davis, les pilotes du 332e forment une unité très soudée, installée dans sa base italienne, un ancien champ situé non loin de la mer Adriatique. Ils constituent une unité noire totalement indépendante. Ce sont eux qui commandent. Il n'y a pas de blanc à Ramitelli. Les aviateurs de Tuskegee formaient un groupe complet, avec ses pilotes, ses mécaniciens, ses opérateurs radio, son personnel d'appui. Et pour cause, le règlement de l'AAF stipule qu'aucun noir n'a le droit de donner un ordre à un blanc, ce qui ne va pas sans poser problème, puisque tout pilote a un grade plus élevé que ses mécaniciens. Un paquet de gars hauts en couleur. Chacun à sa manière. C'était obligé. On parlait de nos copines, de nos vies, d'avions.
On a réuni assez d'argent pour construire une espèce de plancher dans les tentes, afin de ne pas piétiner dans la boue. C'était un mode de vie assez primitif. On affrontait Mère Nature. S'il applique une discipline très stricte pendant les sorties, le chef de corps lâche la bride à ses hommes pendant les moments de repos. Quand il entrait, c'était « Oui, mon colonel ». Sauf à une table de poker. Quand on jouait, il nous appelait par nos prénoms. Ça suffit. C'était sympa. Merci les gars. Mais vers 11h, minuit, il se redressait sur son siège et il disait « Lieutenant, bingo, on redevient des soldats. Fini le poker. À vos ordres, mon colonel. » Quand vous vous présentiez devant le colonel Davis, il valait mieux être prêt à se battre. Après avoir fait leurs preuves, les aviateurs de Tuskegee reçoivent une autre mission tout aussi dangereuse, affaiblir les défenses ennemies en vue d'un débarquement dans le sud de la France, prévu pour août 1944. Messieurs, je sais que vous connaissez tous les détails. Regardez bien ceci. Rien de bien compliqué. Il faut détruire les stations radars. On nous a dit qu'il y avait des stations radars sur la côte provençale. Des tours élevées avec plein de bâtiments. L'essentiel de leur travail d'escorte avait nécessité beaucoup de rigueur. Et ces pilotes allaient enfin avoir l'occasion d'engager l'ennemi comme bon leur semblerait, au lieu d'être gênés par le fait de devoir rester auprès des bombardiers. Mais cette mission nécessite d'employer une des techniques les plus dangereuses pour un chasseur, le mitraillage au sol. Elle consiste à voler à très basse altitude pour ouvrir le feu sur des cibles terrestres. Les missions les plus dures que j'ai eu à remplir ont été celles de mitraillage. Les batteries antiaériennes se concentraient sur l'avion à chaque passage. Et là... La défense anti-aérienne vous prend pour cible. Et vous, vous devez voler tout droit. Comme une vache dans un couloir. C'est ce qu'il y a de plus dangereux pour un pilote. 12 août 1944, Toulon. Les Red Tails doivent détruire des radars allemands bien défendus. Une formation de 16 avions, divisés en groupes de 4, lance l'attaque, une journée gravée dans la mémoire d'Alexander Jefferson. J'étais numéro 16. Le charognard. Le dernier Gugus a survolé l'objectif. C'était une belle journée. Clair, ciel bleu. La première escadrille est descendue de 15 000 pieds. Bien sûr, elle a tout de suite été repérée. Toute la falaise s'est illuminée des tirs des batteries antiaériennes. Les obus fonçaient vers nous. On a tiré. On filait à fond, à 640 km/h. Je suis passé à l'aplomb de l'objectif et boum. Au-dessus de moi, il y avait un trou dans la verrière. Un obus avait traversé le plancher. Le feu a pris, mes gants se sont enflammés. Il fallait que je saute. À l'époque, il n'y avait pas de siège éjectable. J'ai actionné la manette rouge et la verrière s'est arrachée. J'ai tiré sur le manche pour prendre un peu d'altitude. J'ai défait la boucle et je suis sorti. J'ai été catapulté dehors par la force centrifuge. Je me souviens avoir vu passer l'empennage arrière, les flammes. Il saute juste à temps, mais son calvaire ne fait que commencer. J'ai vu des arbres en bas.
Le parachute s'est accroché dans un arbre. J'ai essayé de filer quand j'ai entendu « Arceau, ya, lieutenant !» Oui, lieutenant. Cette balle, tu penses qu'elle est pour toi? Celle-ci, non. Mais l'autre m'inquiète plus. Je la sens moins bien. Les Allemands capturent Alexander Jefferson pendant que ses camarades rentrent à la base, persuadés qu'il n'a pas survécu. Ils ne m'ont pas vu sauter, donc ils ont cru que j'y étais passé. Et mes parents ont reçu un télégramme annonçant que j'étais mort au combat. Quand un gars était tué ou fait prisonnier, on se rendait compte qu'on n'était pas là pour rigoler. Les Alliés prennent le dessus sur une Luftwaffe affaiblie, mais ils le paient au prix fort. Entre juin et août 1944, 18 pilotes des Red Tails sont tués ou portés disparus. Les remplaçants étant rares, les durées de service sont prolongées. Nos remplaçants arrivaient très lentement. J'ai rempli 82 missions tactiques et 54 missions stratégiques avant que quelqu'un puisse me remplacer. En nette infériorité numérique et gênée par la pénurie de carburant, la Luftwaffe n'est plus que l'ombre d'elle-même. Petit à petit, elle perd ses meilleurs pilotes et la suprématie aérienne. Tandis que la guerre dans le ciel de l'Europe s'intensifie et que les Américains lancent 1 millier de missions de bombardement avec la 8e armée aérienne et 500 à 600 avec la 15e, les Britanniques bombardent l'Allemagne lors de sorties nocturnes. Et la Luftwaffe est de plus en plus débordée. Fait prisonnier après que son appareil a été abattu, Alexander Jefferson se souvient de ses premiers jours de captivité. On nous a envoyés dans un camp de prisonniers de guerre. Avant, on est passé par Francfort-sur-le-Main, où les Allemands nous ont interrogés. J'étais un simple pilote qui avait obéi aux ordres et qui avait tiré sur une station radar. Je ne savais rien d'autre. Mais les Allemands avaient mes relevés de notes du lycée. La nuit a été longue. Et ceux de la fac. Ils savaient même combien mon père payait d'impôts pour sa maison. Ils en savaient plus à mon sujet que moi-même. Un Allemand a sorti un gros bouquin où il y avait écrit « Groupe de chasse 332, noir, Red Tails ». Quand j'ai lu ça, je me suis dit « mince ». Il y avait les photos de tous les gars qui avaient été formés à la base aérienne de l'AF, de Tuskegee. J'y étais passé en janvier 44. Le 44A. Il m'a fait « Lieutenant, c'est vous, non ?» en me montrant ma photo de remise de brevet. Les Allemands nous appelaient les Luftgangster. Ça veut dire les gangsters des airs. Grâce à leurs espions opérant en territoire américain, les Allemands savent tout des hommes du 332e, alors que leurs camarades de l'armée américaine ignorent leur existence. Si les Red Tails font la une des journaux noirs, beaucoup de GI ne savent pas qu'ils forment une unité principalement afro-américaine. Si on ne lisait que la presse blanche, on avait toutes les chances de l'ignorer. Opérateur radio à bord d'un bombardier, Burt Vardeman a 19 ans quand il s'écrase près de la base des Red Tails fin mars 1945. Quelle n'a pas été sa surprise de rencontrer les hommes du 332e? On a vu une foule d'Afro-Américains qui accouraient pour voir comment on allait. Leurs avions avaient un empennage rouge. Aussitôt, j'ai compris qu'on était sur la base d'où opéraient les pilotes de chasse qui nous protégeaient.
On ignorait d'où ils venaient. On ne savait rien de Tuskegee. On a passé 4 jours et 4 nuits avec eux, jusqu'à ce qu'un avion envoyé par notre régiment vienne nous chercher pour nous ramener au bercail. On a discuté, on a joué aux cartes, on a bu. On était ravis qu'ils soient là. Ce n'est qu'en arrivant à Remiteli et en voyant ces Noirs faire fonctionner la base que ces aviateurs ont compris que c'étaient des Afro-Américains qui assuraient la protection aérienne. Ce secret était mieux gardé que la bombe atomique. J'étais dans une piole avec 9 gars au Stalag Luft 3, à 130 km à l'est de Berlin, à la frontière polonaise. Au total, il y avait environ 10 000 officiers. Ils avaient été abattus au-dessus des territoires occupés par le Troisième Reich. Les Allemands connaissaient presque tout sur chacun des prisonniers. Tous les gars avaient fait des études. J'ai été traité comme un Américain comme un autre. Aucune animosité. Aucun racisme. Mais la vie au camp... On a survécu. La sécurité est omniprésente et les prisonniers sont surveillés en permanence. Pour ne pas devenir complètement dingue, on s'occupait. Moi, je dessinais. Je m'asseyais, je commençais à dessiner et je me disais... Bon sang, j'ai failli me faire tuer. C'est là qu'on se rend compte qu'on est passé tout près. Bien que coupés du reste du monde, les prisonniers bricolent des moyens de garder le contact. On avait une petite radio. On écoutait la BBC. Donc on savait exactement ce qui se passait. Mais il y avait des gardiens allemands qui faisaient des rondes sans arrêt à l'intérieur du camp. Quoi qu'il arrive, on restait ensemble. Je savais comment survivre. Fin 1944. Dans un ultime effort pour sauver le régime nazi et tenter d'éviter l'inéluctable, la Luftwaffe fait appel à un avion de chasse révolutionnaire. Plus rapide et plus puissant que les autres, peut-être peut-il encore changer la donne. J'étais le premier à voir ces engins à réaction, à 9h. J'ai dit on va les avoir. Tout de suite, la suite. 1945. Le Troisième Reich essuie raid sur raid. Les armées hitlériennes en sont réduites à défendre les frontières allemandes et la capitale forteresse, Berlin. Des quantités énormes de bombardiers alliés mettent la pression jour et nuit. Ils détruisent les usines. Ils empêchent le ravitaillement en pétrole. Et cela oblige les Allemands à engager la totalité de leurs pilotes pour repousser les milliers d'avions ennemis qui déferlent sur leur territoire. On formait des pilotes et on fabriquait des avions plus vite que les Allemands. Et à chaque fois qu'on en descendait un, on savait qu'un autre ne le remplacerait pas le lendemain. La Luftwaffe espère compenser cette pénurie grâce à la technologie. Depuis le début de la guerre, des scientifiques font des essais portant sur la propulsion à réaction. Dans l'espoir de renverser le cours de la guerre, la Luftwaffe fait entrer en service un avion novateur, le Messerschmitt Me-262. Le Mi-262 a quasiment été le premier avion de chasse à réaction à participer à un combat. De toute évidence, il avait une longueur d'avance. Niveau vitesse, le Me-262 n'a aucun rival. Atteignant les 869 km/h, il vole à environ 160 km/h de plus que le P-51.
Les ME-262 avaient toutes leurs chances face aux bombardiers, vu la vitesse à laquelle ils approchaient. Au moment où les Alliés les voyaient, ils s'étaient déjà fait tirer dessus. Les aviateurs de Tuskegee avaient entendu des rumeurs concernant des chasseurs à réaction. Et le combat aérien changeait complètement quand il tombait sur l'un d'eux. Les Red Tails les rencontrent pour la première fois lors d'une mission au-dessus de Berlin. Le 24 mars 1945, le lieutenant Roscoe Brown est à la tête du 100e escadron. Lors de cette mission, il fallait être attentif. J'ai vu des traînées de condensation, ennemis à 9 heures. Larguez, suivez-moi! Larguer les réservoirs supplémentaires rend le Mustang plus léger, plus rapide et plus maniable. Je suis passé sous les bombardiers en faisant un retournement pour m'écarter de l'avion à réaction. J'ai tellement bien réussi ma manœuvre que j'ai semé mon ailier. J'étais au-dessus de Berlin à 25 000 pieds, tout seul. J'essayais de viser. J'ai appuyé sur la détente en maintenant l'avion dans mon viseur. Et les balles l'ont touché. Il a explosé. Les plus belles histoires, ce sont celles où on agit spontanément. On a été les premiers à abattre un avion à réaction au-dessus de Berlin. Je suis passé en rase-motte, j'ai fait un tonneau entre l'alignement des tentes, je suis remonté, j'ai fait 2 autres tonneaux, je suis revenu par l'autre côté et j'ai refait 2 tonneaux. Tous les gars étaient ravis et moi aussi. On savait que c'était pas rien. 6 semaines après l'exploit de Roscoe Brown, l'Allemagne hisse le drapeau blanc. La guerre la plus dévastatrice de l'histoire est enfin terminée. Contre toute attente, les Red Tails sont devenus une des unités les plus célèbres de ce conflit. Leur tableau de chasse est exceptionnel. 111 avions abattus en plein ciel, 150 détruits au sol, plus de 100 wagons de chemin de fer anéantis. Mais 66 pilotes de l'unité ont payé cette réussite de leur vie. Certains très bons pilotes ont été tués. C'est le jeu. Tantôt on gagne, tantôt on perd. Mais on avance petit à petit. Les Red Tails reçoivent 3 citations présidentielles, ce qui en fait un des groupes de chasse d'élite de l'AAF. C'est une réussite hors du commun pour des hommes à qui on avait dit qu'ils étaient incapables de piloter parce qu'ils étaient noirs. Comme des milliers de ses camarades, Alexander Jefferson est libéré à son tour. On a été libérés par la 3e armée du général Patton. C'était le paradis. Quelle journée! Mais pour les troupes afro-américaines, la joie du retour est de courte durée. Retour aux États-Unis, la Statue de la Liberté, les drapeaux au vent, la traversée de la passerelle, les blancs à droite, les noirs à gauche. Bon sang, vous parlez d'un retour. Sacrée impression. Pour les Blancs, il y avait un orchestre et 30 ou 40 journalistes. Pour les Noirs, 2 journalistes et un joueur de saxophone. Mais l'expérience de Tuskegee est un franc succès et les changements qu'elle a laissés augurer ne tardent pas à venir. En 1948, les 3 armes mettent un terme à la ségrégation. En remportant la guerre sur 2 fronts, aux États-Unis contre les préjugés et en Europe contre le fascisme, les célèbres Red Tails sont entrés dans les livres d'histoire. Si on leur en donne l'occasion, les Noirs s'en sortent aussi bien que les autres.
En gros, nous les aviateurs de Tuskegee, on était du même bois. Et il le fallait pour sauver notre peau.